Madame Dr Amel Touban à rejoindre l'estrade. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Merci. Je remercie l'assistance d'être présente aujourd'hui pour cette conférence. Donc, je vais présenter aujourd'hui un thème qui est sur les outils d'optimisation. Un peu, oui. Donc, sur les outils d'optimisation. Voilà. Des formes semi-solides. Alors, au fait, ce n'est pas seulement pour les formes semi-solides, mais plutôt général, même pour les différentes formulations. Alors, d'abord, est-ce que ça ne marche pas? Ou je dois de l'autre côté. Il faut la petite à retourner. D'accord. Voilà. Super. Alors d'abord, je tiens à me présenter. Je suis docteur Touban Amel. Je suis docteur en technologie pharmaceutique, maître de conférence à l'USTHB. J'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche scientifique. Et je travaille sur l'extraction et la purification d'actifs naturels, ainsi que sur la formulation de médicaments, de cosmétiques et de nutraceutiques. Alors, au cours de cette présentation, je vais vous présenter différentes parties où on va commencer avec les formes semi-solides. Présenter les formes semi-solides, c'est quoi? Ensuite, par le terme optimisation, je vais vous définir c'est quoi l'optimisation. Et puis les outils d'optimisation des formes semi-solides. Et enfin, je vais conclure en donnant les différents points à retenir. Alors, c'est quoi les formes semi-solides? Une forme semi-solide, c'est une forme qui a un comportement à la fois solide et liquide. Elle sera solide au repos et liquide à l'application. En exemple, vous avez les pâtes, les pommades, les gels, les crèmes et les mousses fermes. Quand on les a au repos, à l'entreposage, elles sont solides, mais dès que vous les appliquez, vous aurez un aspect plutôt liquide. Donc, maintenant, l'usage de ces formes semi-solides, il va se faire en usage topique, plutôt en externe, et on va les appliquer sur la peau ou sur les muqueuses. Donc, quel est l'avantage d'utiliser des formes semi-solides? C'est de pouvoir réduire les effets indésirables. On ne va pas induire de métabolisme primaire. Et puis, on aura plutôt une action locale et spécifique. On a aussi des formes qui sont plus stables que les formes liquides. Quelle est la composition des formes semi-solides? Alors, les formes semi-solides sont généralement composées de solvants, d'actifs. Alors, dans le cas où on travaille sur des cosmétiques, bien sûr, si on est dans le make-up, c'est plutôt des pigments, d'émollients, de conservateurs, d'antioxydants, d'agents épaississants, de tensioactifs ou émulsifiants. Alors ça, c'est dans le cas où on va créer plutôt des émugels ou des émulsions. D'agents tampons qui vont pouvoir réguler donc, le pH et d'activateurs de perméabilité. Alors, tous les ingrédients ne vont pas forcément faire partie de la formulation. On va choisir quelques-uns selon notre usage. Alors, quels sont les objectifs lorsque je formule une forme semi-solide? Mon objectif, c'est d'avoir une bonne texture, bien sûr, et puis une bonne stabilité de cette forme-là. Un autre objectif, c'est d'avoir une bonne efficacité, surtout si je suis dans les cosmétiques. Même si je suis dans le make-up, si je suis en train de formuler un fond de teint, j'ai besoin qu'il soit bien couvrant. Le visuel aussi de ces formes-là est très important, puisqu'on parle de cosmétiques, on a besoin d'avoir un visuel assez agréable. Il faut bien sûr satisfaire le client, c'est le plus important. Donc, la satisfaction client est un objectif important. Et enfin, le coût doit être le plus faible possible pour avoir le meilleur gain. Alors, comment pouvoir obtenir ou atteindre ces objectifs? C'est en faisant de l'optimisation. Alors, l'optimisation, on va la faire où? Au niveau de la formule, donc au niveau de la formulation, et au niveau du procédé de fabrication, donc du process. Alors, je vais vous expliquer maintenant le terme optimisation. Il s'agit de quoi? Le terme optimiser signifie rendre le plus parfait, le plus efficace ou le plus fonctionnel que possible. Alors, on va le retrouver dans différents domaines, passant du marketing, de l'engineering, de industrie alimentaire, industrie du médicament, beaucoup d'ailleurs on l'utilise dans l'industrie du médicament, et l'industrie bien sûr cosmétique. Alors, quelle est l'optimisation
pour les formes semi-solides ou même pour n'importe quelle formule. C'est donner le meilleur. Le meilleur en termes de quoi? Si vous vous rappelez les objectifs, en fait, le meilleur en termes de caractéristiques, c'est-à-dire le meilleur pH, la meilleure stabilité, efficacité, texture et le meilleur visuel. D'accord? Le meilleur avis client. Donc, je cherche d'avoir l'avis des clients qui soient donc les clients qui soient les plus satisfaits. Et puis, un coût le plus bas, donc pour mes formules. Alors, quand je parle d'optimisation, je cherche un optimum. Cet optimum-là, il peut être un minimum, il peut être un maximum, comme il peut être un point spécifique. Si je parle de minimum, dans le cas du coût, lui, je veux plutôt l'optimiser en le rendant le plus faible possible. Si je parle, par exemple, d'avis client, je veux qu'il soit le meilleur, donc je veux le max. Si je parle, par exemple, d'efficacité, je veux aussi le maximum d'efficacité. Mais par exemple, si je suis en train de travailler sur la texture d'un produit, et je vais spécifier dans la texture la viscosité d'un produit. Donc quand je parle d'une forme semi-solide, je parle d'une forme qui est visqueuse, qui va tendre vers le solide. Donc je cherche un produit qui soit visqueux, solide, mais pas trop solide, ni trop peu solide. S'il est trop peu solide, il ne va pas être stable. S'il est trop solide, il ne va pas s'écouler et s'étaler facilement. Dans ce cas-là, je cherche plutôt un point spécifique, donc un optimum qui est un point spécifique entre le min et le max. D'accord? Donc comment? Quels sont les outils là? On va parler comment pouvoir optimiser. D'abord, il faut savoir que je dois optimiser, on a dit, la formule. Comment je vais optimiser la formule? En optimisant la formule qualitative. Donc, les ingrédients que je vais mettre dans ma formule. Quels sont les ingrédients que je vais mettre dans ma formule? Et ensuite, après avoir fixé la formule qualitative, je vais pouvoir choisir le pourcentage, la proportion et donc la formule quantitative. Ensuite, je peux aussi soit travailler en même temps sur la formule et le procédé de fabrication, soit travailler sur la formule, soit travailler seulement sur le procédé de fabrication. Tout dépend dans quel point je me situe. Donc si je travaille sur le procédé de fabrication, je vais optimiser et je vais travailler sur les paramètres process. Quand je parle de paramètres process, ce sont la température, la pression, la vitesse d'agitation. Donc tous ces paramètres sont des paramètres à faire varier pour pouvoir optimiser donc la texture, ainsi de suite, ma formule. Et puis le temps. Alors le temps, soit c'est un facteur process, donc il sera un facteur à optimiser. Il peut être aussi une réponse. Donc si je veux au final retrouver un coût faible, je veux aussi un temps le plus faible aussi. Alors pourquoi je vais optimiser? Quel est l'objectif de l'optimisation? D'abord, minimiser le nombre d'expériences. En tant que formulateur, n'importe quel formulateur, s'il doit entamer une formulation, il aura l'embarras du choix en termes de produits, en termes de pourcentage aussi, donc pour une action désirée. Donc il ne saura pas par quoi commencer d'abord, sauf une bonne recherche bibliographique, et ensuite il aura différentes possibilités d'expériences à faire. Ce nombre d'expériences, s'il le fait par tâtonnement, donc empiriquement, eh ben, il va l'emmener à avoir un énorme nombre d'expériences et donc tout simplement avoir un coût assez important et perdre beaucoup de temps. Donc l'objectif de l'optimisation, c'est de minimiser ce nombre d'expériences et donc de réduire le coût et le temps alloué à l'expérience. Aussi, pouvoir avoir la reproductibilité. Donc, si vous optimisez, vous avez donc des conditions optimales pour travailler. Donc, vous pourrez reproduire ces mêmes conditions pour avoir à chaque fois les mêmes caractéristiques des produits. On est tous consommateurs, on a déjà acheté un produit. Aujourd'hui, je l'achète, il est bien, il a les bonnes caractéristiques. Demain, je le rachète, et ben, ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Donc, la différence entre la production d'un lot et un autre est due au fait qu'on a fait des changements et on n'a pas optimisé en fait ces changements-là. Pouvoir travailler sur l'innovation et sur l'efficacité, puisque je suis en train d'optimiser cette efficacité-là. Donc, je peux pouvoir innover et rendre mes produits les plus efficaces possibles. Réduire les erreurs, quand je parle de reproductibilité, c'est aussi pouvoir réduire les erreurs sur les formules. Et enfin, si je réduis les erreurs, j'augmente bien sûr la sécurité de mes produits. Alors, quels sont les outils d'optimisation des formes semi-solides? Et là, je vais aller un peu dans les maths. Donc, je vais vous expliquer, sans pour autant rentrer vraiment dans le détail des maths, mais je vais vous expliquer
de différents moyens d'optimiser. Il y en a beaucoup, mais j'ai dû bien sûr limiter en raison du temps qui est assez limité. Donc je vais commencer par la planification expérimentale. Alors la planification expérimentale, c'est un outil qu'on utilise énormément dans le domaine pharmaceutique, mais aussi dans le domaine cosmétique. Donc on le préfère à beaucoup d'autres outils parce qu'il est facile et simple à implémenter. Donc d'abord, c'est quoi les étapes de l'expérimentation? Expérimenter, c'est d'abord planifier une expérience. Donc c'est la planification de l'expérience. Ensuite, on place l'implémentation de l'expérience, c'est-à-dire on va faire l'expérience. Et enfin, on va analyser et interpréter les résultats de l'expérience. Tout cela, on peut faire intervenir la planification expérimentale sur toutes ces étapes. C'est-à-dire, c'est vrai que ça s'appelle planification expérimentale. Donc, vous allez penser qu'on va plutôt l'utiliser seulement pour planifier l'expérience. Mais les outils statistiques qu'on va utiliser dans la planification expérimentale vont me permettre aussi d'implémenter l'expérience et surtout d'analyser les résultats de cette expérience-là. Comment je vais pouvoir mettre en place la planification expérimentale? Il faut savoir que j'ai des inputs, donc des entrées, et ces entrées-là vont constituer les conditions à varier. D'accord? On va voir si on est en formulation, quelles sont les conditions, sinon, c'est quoi ces conditions-là? Ces conditions à varier, je vais les appeler facteurs, on les appelle facteurs. Donc ces facteurs-là vont influencer directement la sortie. Donc vous considérez ça comme une boîte noire, j'ai une entrée et j'ai une sortie, les outputs. Alors ces sorties-là sont les réponses à mesurer. Il faut savoir que ces réponses sont en fonction des facteurs. Donc, pour le cas de la formulation, une formule c'est quoi? C'est un mélange d'ingrédients, tout simplement, c'est une mixture. Donc c'est un mélange de composés, on peut dire d'une formule, si je mélange de l'eau et de l'huile, ça devient une formule. Hein. C'est-à-dire que j'ai mélangé 2 ingrédients. Je lui rajoute d'autres ingrédients et ça en fait une formule beaucoup plus élaborée. Alors, on a les proportions des ingrédients sont dépendantes. Dans le cas, bien sûr, où la quantité totale de la formule est constante. Donc, par exemple, j'ai 100 grammes de formule, j'ai décidé d'augmenter la quantité d'eau dans ma formule. Le reste des ingrédients dans ma formule, est-ce qu'ils vont partir? Donc, si le pourcentage d'un ingrédient, je l'augmente, forcément, le pourcentage des autres ingrédients, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi diminuer. D'accord, 1 ou 2 autres ingrédients, je vais devoir les diminuer pour pouvoir toujours maintenir la quantité constante totale. Alors, ces pourcentages de composés, en fait, ici, vont être les niveaux de facteurs. Donc, si je parle d'un composé qui est un facteur, par exemple épaississant, c'est un facteur, et donc le niveau de ces facteurs-là, c'est les pourcentages de ce composé. Donc, en formulation, je vais avoir la réponse qui va être, donc réponse, quelle que soit la réponse, on va voir après les types de réponses qu'on peut avoir. Donc, fonction des proportions de composés, ça veut dire du pourcentage de composés que je vais mettre dans ma formule. En procédé de fabrication, si je suis en train d'optimiser le procédé de fabrication, les réponses vont être fonction des variables process par contre, la température, la pression. Et si je veux optimiser les deux en même temps, donc là, mes réponses sont en fonction de la somme des deux, donc somme des proportions de composés et des variables process. Alors, j'ai différents outils dans la planification expérimentale. On a le plan factoriel, on a le plan de mélange et on a le plan de surface de réponse. Et je ne vais pas citer d'autres, il y en a beaucoup. Donc, je vais citer les 3 qui sont les plus utilisés. Et je peux vous dire qu'il y en a 2 seulement qui sont les plus utilisés dans l'industrie pharmaceutique, beaucoup plus. Donc, quel plan choisir si je veux optimiser? D'abord, si je ne sais pas, je ne sais rien, j'ai aucune connaissance au préalable. Dans ce cas-là, je ne sais pas la relation entre les facteurs et les réponses. Je ne sais pas comment ça va agir sur les réponses. Dans ce cas-là, je vais choisir le modèle de criblage ou le plan factoriel. Donc, le plan factoriel, il va me permettre de connaître quelle est l'influence de mes facteurs sur les réponses. D'accord? Est-ce que j'ai une réponse, une influence significative ou pas? Donc ça influe réellement ou pas? Je vous donnerai après un exemple d'application. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir fixer la formule qualitative, donc de savoir quel est le composé qui va m'influer sur la formule. Après, on a les plans de mélange. Alors, les plans de mélange, ils sont très appréciés dans l'industrie du ciment, en génie civil beaucoup plus.
en pharma, on va plus vers les plans de surface de réponse, en cosmétique aussi, les plans de surface de réponse. Alors pourquoi? Parce qu'on va pouvoir optimiser donc, la formulation quantitative en utilisant des modèles mathématiques plus élaborés de degré 2 ou de degré 3. Alors, je vais juste brièvement vous expliquer le plan factoriel, c'est quoi. En fait, on a deux types. C'est un modèle linéaire. On peut dire comme l'équation d'une droite. Tout simplement, c'est une loi linéaire. Je ne vais pas rentrer dans les maths. Et donc, on a deux types. Le plan factoriel complet. Alors, le plan factoriel complet, il va avoir deux niveaux. Ça veut dire que si je dis que je suis dans la température, je dirais j'ai un niveau bas et un niveau haut. 25 degrés, 80 degrés dans mon process. Donc, un procédé à froid, un procédé à chaud. Le nombre d'essais que je peux faire, il va me donner le nombre d'informations sur le nombre d'essais. Le nombre d'essais, c'est le 2 niveaux de puissance k. Alors ce k, c'est quoi? C'est le nombre de facteurs que je vais faire varier. Donc par exemple, j'ai 6 facteurs. Dans le cas de 6 facteurs, j'aurai par exemple 64 expériences. C'est énorme. Alors dans le cas où je trouve que mon nombre d'expériences, mon objectif, c'est de minimiser le nombre d'expériences. Donc là, je vais aller plutôt dans un nombre d'expériences assez énorme. Je vais passer sur un deuxième plan, qui est le plan donc, fractionnel, donc factoriel fractionnel, où il s'agit de prendre une fraction seulement des essais à faire. Et ces fractions-là, je peux prendre, par exemple, pour 6 facteurs, j'ai décidé de prendre une fraction qui est la moitié. Et dans ce cas-là, au lieu de k, ça va être k sur 2. Et donc, j'aurai 8 essais au lieu des 64 essais. Donc, voilà l'avantage de passer d'un plan, par exemple, complet à un plan fractionnel. Voilà un résultat d'une étude qu'on a fait où on a fait une crème et on voulait optimiser la viscosité de cette crème-là. On a fait varier deux types d'agents épaississants, donc c'est Cosmedia et la cire d'abeille, et on voulait voir quel est celui qui a le plus d'effet. Voilà. Et c'est grâce à un plan fractionnel, plutôt un plan complet, ici on a utilisé un plan complet, qu'on a pu savoir lequel des deux avait un effet significatif sur la viscosité. Maintenant, les plans de surface de réponse. Ils sont apparus en 1951 par le plan composite centré. Puis, en 1960, on a eu les plans de Box-Binken. Et enfin, en 1970, il y a eu les plans simplex de Dewellert. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'autres plans. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais je vais vous parler seulement du plan composite centré pour prendre exemple. D'accord. Le nombre d'essais, comme vous voyez, c'est 2K. Donc, 2 puissance K. Si vous vous rappelez, c'est la même chose que le plan factoriel. Donc, il prend le même nombre d'expériences que le plan factoriel et il lui rajoute deux autres termes. Les termes au centre, le N0 et 2 fois K, c'est des termes, si on veut, c'est des arêtes. D'accord. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de l'explication. Il faut juste savoir que j'aurai plus, pour 2 facteurs, j'aurai plus d'expérience que pour le plan factoriel. Donc, j'aurai ici 11 expériences. Et c'est ce qui va me permettre d'établir ce qu'on appelle un modèle quadratique. Donc, si j'ai une droite, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos maths, si j'ai une droite, j'ai besoin que de points. Mais si j'ai une courbe, j'aurai besoin de plus de points. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de plus d'expérience. Donc, voilà ce qu'on obtient. À peu près, en exemple, comme graphe, si je suis en train de faire de la planification expérimentale en plan de surface de réponse, donc plutôt une courbe bien courbée, où je pourrais avoir les maximums et les minimums. Je vous donne ici un exemple d'application où je vais formuler une crème, bon rapide, hein, formuler une crème et je dois choisir les composants, choisir le procédé de fabrication. Et donc là, je me fixe le choix des composants. Je vais dire, entre les épaississants, j'ai la cire d'abeille, la gamme xanthane, lequel choisir. Pour les émulsifiants, j'ai du polysorbate, je n'ai pas dit ici le grade, mais bon, j'ai choisi un polysorbate et de l'alcool cétylique. Et je me dis lequel je vais choisir. Qu'est-ce que je vais faire? Chacun de ces ingrédients va constituer un facteur. X1, c'est le premier facteur, le pourcentage de cire d'abeille. X2, le deuxième, c'est le pourcentage de gomme xanthane. X3, le troisième, c'est le pourcentage donc, de polysorbate. Et X4, le quatrième, c'est le pourcentage d'alcool cétylique. Et en fait, je vais utiliser le plan de surface ici, plutôt le plan factoriel, on va utiliser un modèle linéaire pour pouvoir choisir lequel a un effet sur les réponses. Et ici, les réponses, c'est quoi? C'est la viscosité et le diamètre des globules. Vous savez que si je fais une crème, donc c'est une émulsion. Donc c'est des gouttes d'huile ou des gouttes d'eau, ça dépend dans quel type de crème je fais. Mais on va dire des gouttes d'huile dans une phase continue aqueuse. Dans ce cas-là, le diamètre de ces globules, qui est un facteur très important sur la stabilité de cette crème-là, doit être homogène, doit bien disperser, doit être bien sûr optimisé.
On va utiliser donc un plan factoriel complet. Et le nombre d'essais qu'on a trouvé, c'est 8. Donc on a 4 facteurs de puissance 4, donc 8. Et là, après optimisation, on va découvrir que la cire d'abeille n'a pas de fait donc significatif et l'alcool cétylique non plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant fixer le pourcentage optimal. Je vais passer à l'optimisation par plan surface de réponse. Et là, je ne vais prendre que les 2 facteurs qui avaient de l'influence, donc la gangxanthane et du polysorbate, et je pourrais faire varier plus les pourcentages pour trouver l'optimum. Donc j'utilise ici un modèle quadratique, donc c'est le plan, vous allez voir, c'est le plan composite centré, et la réponse c'est toujours la même, viscosité et diamètre des globules. Donc nombre d'expériences que j'aurai, c'est plutôt 11, parce que maintenant j'ai que 2 facteurs, et je pourrais donc optimiser ma formule. Alors je passe à un deuxième volet donc de l'optimisation, et qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, où on appelle ça deep learning. Donc le deep learning, c'est apprentissage approfondi. Donc je vais utiliser l'outil principal qui est les réseaux de neurones artificiels, qui est tout simplement la même chose qu'un cerveau artificiel. On va utiliser le moyen de l'apprentissage supervisé. Il y a énormément de moyens. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails des réseaux de neurones, c'est un monde. Donc, je vais juste vous expliquer brièvement ce que veut dire un réseau de neurones artificiel. En fait, les neurones artificiels vont aussi contenir des inputs, des entrées, qui sont des couches de neurones, et on peut appeler ça aussi des facteurs. Et en sortie, on a aussi des outputs, qui sont une autre couche de neurones aussi, mais c'est des neurones de sortie. Et c'est les réponses. Alors, à l'intérieur, on aura différentes couches cachées. C'est comme le fonctionnement de votre cerveau. Différents neurones qui sont liés les uns aux autres et qui vont transmettre l'information. Donc ici, pareil, mais en utilisant un logiciel, tout simplement. Donc voilà comment c'est schématisé un réseau de neurones avec les inputs, outputs, et à l'intérieur, les hidden layers, ça veut dire que c'est les couches cachées. Donc on utilise l'apprentissage supervisé. Ça veut dire quoi? Un enfant, vous avez un enfant, vous voulez lui apprendre à ouvrir une porte. Vous faites quoi? Vous lui dites à chaque fois qu'il retrouve une porte, un rectangle, dès que tu vois une poignée, tu l'ouvres. Eh bien, tu vas faire cette expérience-là énormément de fois pour apprendre un enfant. Pour un cerveau artificiel, eh ben, pareil. Vous lui apprenez de la même manière comment pouvoir, par exemple, ouvrir une porte à chaque fois qu'il voit une porte. Donc, pour faire ça, on doit lui introduire ce qu'on appelle un training set. Un training set, c'est-à-dire que c'est une base de données que je vais introduire à mon réseau de neurones. Il va voir beaucoup d'images, ou beaucoup de vidéos même, de portes qui s'ouvrent, et il va apprendre que lorsqu'on voit une porte et que je vois une poignée, je l'ouvre. D'accord? Donc c'est ça, la base de données. Maintenant, nous, on n'ouvre pas des portes, on va plutôt formuler une crème. Et dans la formulation de crème, je vais plutôt choisir le choix du procédé. Comment choisir un procédé grâce à l'intelligence artificielle, grâce au réseau de neurones. Donc, prenons ces ronds-là, c'est des neurones, qui sont la vitesse d'agitation et la température d'une phase. Bon, je vais appeler ça phase 1. Et en 2, la température de la deuxième phase dans ma crème. En X4, la pression, toujours, donc c'est des paramètres process. Alors, ces neurones vont être reliés à plusieurs autres neurones qui sont dans une couche cachée. Donc, ici, on a choisi 3 neurones. Bon, le choix diffère. On a énormément de possibilités pour pouvoir choisir le nombre de couches cachées et le nombre de neurones. Et tous les paramètres, tous les neurones sont liés entre eux, tout simplement. Ensuite, en réponse, c'est le diamètre des globules que je vais choisir. Et donc, les 3 neurones de la couche cachée sont reliés avec ce neurone-là de réponse. Alors, on va établir ici un processus qui s'appelle le feed-forward. Ça veut dire que j'introduis des données et je vais pour pouvoir obtenir une réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe? La vitesse d'agitation rentre, les paramètres rentrent. Ils rentrent à l'intérieur du neurone de la phase cachée avec ce qu'on appelle des poids. En fait, chaque paramètre influence différemment votre réponse. Je vous donne exemple ici, la petite photo là que vous voyez, c'est un éléphant avec des humains qui poussent une voiture. Il faut, comme vous voyez ici, 5 humains pour pousser la voiture. Avec l'éléphant, lui, il pourra la pousser tout seul, je pense. Donc l'influence que l'éléphant a sur le fait de faire bouger la voiture n'est pas la même que les humains. Donc le poids de l'influence de l'éléphant est plus important que le poids de l'influence de ces humains-là. Donc, le poids, c'est la quantité d'informations qui passe d'une couche à une autre.
Et ce poids-là, il diffère, d'accord? Et on peut donc ensuite calculer grâce à ces poids et grâce à ces entrées ce qu'on appelle une fonction d'activation. Cette fonction d'activation, c'est ce qui dit est-ce que je passe au nouveau neurone ou pas. Donc est-ce que j'active le passage au neurone d'après ou pas. Après avoir calculé cette fonction d'activation, je pourrais calculer la réponse, qui est le diamètre des globules. Mais ça, cette réponse que j'ai calculée n'est pas forcément la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'au départ, je lui donne des informations sur la vitesse, mais il ne sait pas quelle est la bonne information sur la réponse. Il va donner une valeur selon les poids que j'ai donnés. Je donne des poids comme ça, au hasard. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va calculer une erreur, une fonction erreur. Et cette fonction erreur, elle va revenir vers les poids. Par exemple, l'erreur, il va la calculer, il va trouver qu'elle est énorme. Il va revenir, c'est ce qu'on appelle la backpropagation. Donc, il va revenir vers le poids et va dire changer le poids de manière à pouvoir ajuster le diamètre des globules pour qu'il soit le plus proche de ce que j'ai donné dans le training set. Donc, vous rappelez-vous, j'entraîne d'abord je donne beaucoup d'informations à mon réseau de neurones pour qu'il puisse connaître déjà quelles sont les valeurs qu'il doit avoir. Donc, il va minimiser cette erreur-là. Son objectif, c'est de minimiser l'erreur, de pouvoir arriver à avoir la même réponse que ce que j'ai moi en réalité. Et donc ça, c'est le principe du réseau de neurones. Alors en conclusion, il y avait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ces informations-là? Je peux optimiser la formule et le procédé de fabrication grâce à différents outils. On a le deep learning. Il faut savoir que pour le deep learning, il nécessite un nombre d'expériences très important. Donc plutôt, il faut une base de données. Ce n'est pas à conseiller quand on commence plutôt à formuler. C'est plutôt lorsque vous avez fait vos formulations en entier, vous avez fini votre set de formulation et vous décidez de créer votre base de données. À faire au fur et à mesure plutôt. Je conseillerais à faire au fur et à mesure. On a un autre choix qui est la planification expérimentale, donc les plans d'expérience, dans lequel combiner le plan factoriel et le plan de surface de réponse pour choisir la formule quantitative et qualitative. On peut se limiter à un plan factoriel si on a une bonne connaissance de l'effet des facteurs et que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre dans l'expérience. Je peux aussi me limiter dans un plan factoriel. Et il faut connaître bien les besoins en termes de réponse pour savoir quels facteurs il faut faire varier. Donc, par exemple, je disais, si je veux faire varier, si je veux optimiser la viscosité, je saurais que je dois travailler sur les épaississants. Si c'est plutôt, je veux améliorer le visuel, je vais plutôt aller sur des agents texturants, par exemple. D'accord? Donc, tout dépend. Il faut savoir qu'est-ce que je veux optimiser, donc connaître ma réponse pour pouvoir choisir les facteurs. Voilà. Et sur ce, je termine mon intervention. Je vous remercie. Voilà, et je suis ouverte à vos questions. Le micro. Merci encore, un tonnerre d'applaudissements à Madame Amel Touban, maître de conférence. En tout cas, vous nous avez donné presque envie de nous reconvertir en cosmétologie. Merci infiniment. Alors, je vous invite à...